Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. C'est déjà l'épisode numéro 30 de ces interviews de voyageurs. La semaine dernière, on était avec un voyageur vraiment grand aventurier, grand voyageur, puisqu'il était parti à un tour du monde pendant plusieurs années. On parlait de Florian, Flo Avego, c'était l'épisode numéro 29. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir en replay. D'ailleurs, François, c'est pour ça que je t'avais appelé Florian dans la semaine. C'est parce que c'était le précédent voyageur que j'avais interviewé. C'est pour ça que je m'étais amené les pinceaux. Euh, Ce soir, on reçoit donc François qui voyage à vélo en Amérique du Sud. Et c'est vrai que souvent, on a reçu des voyageurs qui avaient achevé, terminé leur voyage. Et ce soir, François nous parle en direct du Pérou. Donc, nous fait cette chance-là, cet honneur de faire une pause dans son voyage pour nous le partager. Merci François. Déjà, François, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es au Pérou? François, j'ai l'impression que tu me reçois mal là. Du coup, je te demandais, François, de nous présenter ton itinéraire entre Arequipa et Bogota. Par où tu prévois de passer? Pour l'itinéraire, moi je suis allé donc sur bikepacking.com pour voir quelles étaient les routes un peu disponibles en Amérique du Sud et surtout au Pérou. Ouais, Donc là, le plus connu dans les Andes, en fait, c'est Pérou Great Divide. C'est ça qui m'a donné envie aussi de faire ce projet. Donc c'est une route qui part plus ou moins d'Abancay jusqu'à Huaraz. Donc Abancay est ouais. plutôt au sud, Huaraz plutôt au nord, et qui suit vraiment la cordillère des Andes et qui traverse en prenant la crête des montagnes en cordillère des Andes. Et donc je voulais vraiment faire cette route. Et pour la rejoindre, il y avait une route qui partait d'Arequipa qui s'appelait Conzon Canyon, que j'ai suivi plus ou moins parce que je voulais aussi passer par Chivay. On en rappellera peut-être, mais parce qu'il y a l'association pour laquelle j'ai travaillé en fait à Arequipa. Ouais, Par ce voyage, j'ai aussi de récolter des fonds pour cette association. Et du d'accord. coup, vu qu'ils ont des activités à Chivay, je voulais vraiment passer par cette ville pour pouvoir rencontrer ceux qui bossaient là-bas. D'accord. Donc là, au Pérou et ensuite Équateur et Colombie, tu traces direct ou tu fais des petits détours? Il y a des lieux par lesquels tu as envie de Je ne me passer? suis pas trop renseigné sur l'Équateur et la Colombie en fait. D'accord. Et en fait, je pense que j'aurais pas beaucoup le temps de faire du vélo là-bas parce que du Ouais. coup, dans 2 mois, il faut que je sois à Bogota et j'ai surestimé ma vitesse en fait. J'avais pas trop pris en compte toutes les montées qu'il y allait avoir, mais c'est quasi 1000 mètres de dénivelé positif par jour, donc forcément, Hmm. ça avance beaucoup moins vite. Quoique, Ben, je m'étais basé un c'est peu sur mes vitesses de mon voyage en Europe, mais c'est pas du tout la même chose. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. J'imagine, j'allais t'en parler justement. C'est vrai que je suis allé, enfin, j'ai déjà voyagé dans la région où tu es actuellement là, et j'allais te dire que après Arequipa, ça peut rapidement monter après 3, 4, même 5000 mètres par endroit d'altitude. Est-ce que c'est par ces endroits-là où tu es passé, et si oui, est-ce que ça t'a posé des petits soucis cette altitude? J'ai pas extrêmement bien compris ta question. C'était sur les montées après Arequipa, c'est ça ou parce qu'il Oui, y a des moments plus. je te disais qu'à côté d'Arequipa, il y a des zones qui sont très haute altitude où tu peux aller facilement à plus de 4000 mètres. Je te demandais si ton trajet t'avait amené à passer par ces endroits et comment tu avais réagi face à cette altitude à laquelle on n'est pas spécialement habitué, nous, en France. Alors, si j'ai bien compris, c'est sur l'altitude. Et donc, l'altitude, j'étais plutôt bien acclimaté déjà parce qu'Arequipa, c'est quand même déjà à 2300 mètres. Mhm. Voyage au Pérou, on était allé vers Cusco et Puno qui sont. Enfin, Cusco, c'est en dessous de 4000 mètres, mais voilà, Oui. avec les randonnées, il y a Puno qui est environ à 4000 mètres. Je m'étais déjà acclimaté à des hautes altitudes. Et au final, en vélo, vu que ça monte plutôt lentement, on a le temps en fait de s'y faire. Donc on sent parfois quand il y a par exemple 1200, 1300 mètres de montée en une journée et qu'on passe au-dessus des 4000, on sent que au niveau cardiaque et au niveau respiratoire, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais franchement, il y a pas trop de soucis. J'ai pas eu de mal de tête, j'ai pas eu de problème pour dormir et tout. La première fois que j'étais passé vers 5000 mètres, donc quand j'ai fait une randonnée près d'Arequipa sur un volcan, ma première nuit était vraiment horrible parce que gros mal de tête, des vomissements et tout, enfin un mal vraiment compliqué. Ouais. Mais pendant le voyage, j'ai rien eu de tel et tout s'est très bien passé. D'accord, d'accord. Comment sont les routes du réseau secondaire au Pérou? Pardon?
comment sont les routes du réseau secondaire en Pérou? L'état des routes que tu empruntes, est-ce que c'est Oui, bah alors propre? les routes, c'est pas souvent goudronné. En tout cas, en fait, il y a très peu de routes goudronnées. Donc c'est que vraiment pour relier les plutôt grosses villes. Mhm. Dans le voyage, il y a dû avoir peut-être 10% de routes goudronnées, quoi. Et Ouais. sinon, la plupart des routes, donc c'est routes de terre avec pas mal de pierres du coup qui sont un peu qui sont un peu problématiques. Donc ouais, c'est ça aussi, ça joue sur la vitesse parce que ben, forcément, même quand je descends, en fait, je peux pas aller à plus de 20 km/h parce que ben, si jamais il y a une pierre ou quoi que je vois pas, il y a les bagages qui vont sauter, Ah oui. qui vont pas forcément tenir vu le poids que je me prends mal. Et puis même parce que ça peut être dangereux, en fait, on peut vite glisser et tomber ou quoi, enfin, et en montée, pareil, c'est beaucoup plus lent parce que ben, je le vois bien hein, quand je suis sur une route goudronnée ou pas, parce que ben, toutes ces petites pierres qu'on doit éviter ou alors qu'on doit ben, rien que monter dessus quand on est à 4-5 km/h, Oui, c'est oui, bah, c'est rien que sûr. la plus petite pierre. D'accord. Comment tu fais au niveau de l'hébergement, François? Tu te débrouilles comment? Tu as ta tente, tu dors chez l'habitant? L'habitant, très peu, seulement quand on Ouais, m'invite. d'accord. Beaucoup dans ma tente, la majorité du temps je suis dans ma tente, et puis pas mal dans des hospédarés, donc dans des espèces de maisons d'hôtes, des petits hôtels en fait, parce que ben, quand on est dans les villes, dans les petits villages, dans les montagnes, ça coûte vraiment pas cher, quoi. Hmm. C'est entre 12 et 20 soles, donc entre 3 et 5 euros pour une nuit. Oui, Donc voilà, c'est c'est pratique. C'est vraiment, voilà, il y a qu'un lit généralement avec sans douche, sans toilette ni rien, mais c'est toujours ça de prix. Il n'y a pas besoin oui. de mettre la tente, de l'enlever et tout. Les affaires Au moins, restent sur le c'est au vélo sec. et oui. Ouais, c'est ça, c'est au sec aussi. François, au Pérou, est-ce que l'eau du robinet est potable? Je pense pas que ce soit le cas. Comment tu te débrouilles, hein? C'est pas le cas. Donc moi j'ai une gourde Life Straw avec un Ouais, filtre à l'intérieur. C'est hyper pratique parce que bah, du coup, en fait, je peux vraiment prendre peu d'eau avec moi et toujours dès que je croise un petit lac, des petits ruisseaux, une petite fontaine ou quoi, je peux prendre de l'eau et boire. ouais. Et le seul problème que j'ai, c'est que là, vu que c'est tout le temps sur mon vélo au soleil et tout, il y a des algues qui sont développées sur le filtre. Ah, Normalement, on a merde. juste à le mettre dans la vaisselle, mais il n'y a pas trop de lave-vaisselle ici au Pérou, donc je sais pas trop comment nettoyer ça. Ouais. Et ouais, c'est ça, je pense, qui m'a rendu pas mal malade ces derniers jours. Depuis que je suis à Ayacucho, j'ai eu pas mal de problèmes gastriques, Ah, ouais, je pense que c'est à cause de ce filtre. Donc voilà, c'est à double tranchant, mais ouais, franchement, LifeStraw, c'est super pratique bon, pour quand je fais trois jours. l'avantage avec l'anglais, c'est que Imodium en anglais, ça se dit Imodium, hein. Ah oui, oui, Donc, c'est ça. Oui. du coup, François, tu disais que tu as une gourde Life-Straw. Ça te Oui. permet du coup de ne pas avoir beaucoup d'eau. Mais comment tu fais pour cuisiner si tu n'as pas beaucoup d'eau? Tu te fais comment à manger? Tu le fais toi-même? Oui, alors je le fais moi-même. Je mange aussi pas mal dans des petits restaurants quand c'est disponible, parce que Ouais, bah, pareil, ça coûte c'est pas pas très très cher. cher. Voilà. Mais oui, et puis parfois aussi j'achète du riz cuit dans les restaurants en fait, ce qui me permet de juste avoir à couper quelques légumes pour me faire une petite salade, et j'ai D'accord, pas besoin de sortir tout le matos pour cuisiner. Mais sinon, ouais, en fait, j'ai qu'un litre en plus de ma gourde. d'accord. Et donc, vu que je croise assez souvent des sources d'eau, bah, Tu fais le ce plein. litre de plus, je le boue et je m'en sers pour faire ma cuisine. Et j'ai un litre pour Oui, boire pour la pendant la conso. nuit et retrouver une source d'eau le lendemain. D'accord, d'accord. François, au niveau de ton matériel, de ton vélo, de ce que tu amènes avec toi, est-ce que c'est quelque chose que tu avais quand tu es arrivé au Pérou ou quelque chose que tu as trouvé sur place directement avant de partir? Alors, j'ai tout acheté là-bas, mais Ouais, je le conseille pas trop parce que c'est vraiment compliqué pour trouver ce qu'on veut. d'accord. Il y a beaucoup moins de choses pour le vélo et pour les porte-bagages et tout, c'est compliqué. Ouais, J'ai eu de la chance en fait parce que j'ai acheté mon matériel à des gens qui ont voyagé en vélo avant, qui ont fait à peu près la même route que moi d'ailleurs, au Pérou. Et du coup, ils m'ont vendu donc leur matelas, leur sac de couchage. Le vélo, c'est de eux que je l'ai eu, mais en fait, il avait déjà revendu avant à Cusco. Et c'est le mec qui est venu de Cusco à Arequipa qui m'a vendu à Arequipa. C'est assez rigolo, c'était une jolie coïncidence. ouais. Mais voilà, donc on peut trouver, mais ça m'a mis 2 mois et donc j'avais pas énormément de choix dans ce que j'achète.
Oui, tout à fait avec ce que tu trouvais, j'imagine. Il y a un truc intéressant, tu vois, que tu as dit et que j'allais aborder tout à l'heure, c'était à propos des voyageurs, parce que souvent on voit, on lit, on entend des voyageurs qui font le trajet inverse, qui descendent tout le continent pour aller vers Ushuaia. Toi, tu fais le trajet inverse. Est-ce que tu as croisé des voyageurs à vélo? Oui, j'ai croisé et à chaque fois, effectivement, ils voyageaient vers le sud. Ouais, C'est juste, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai que c'est la route la plus connue en fait de voyager vers le sud, de descendre des États-Unis jusqu'en ouais. Patagonie, enfin de l'Alaska. Et donc ouais, à chaque fois c'était ça, et à chaque fois c'était des grands voyageurs, donc souvent qui partaient soit des États-Unis, soit du Mexique. Enfin voilà, ils avaient déjà fait plusieurs pays avant de venir là, quoi. D'accord. Donc il y en a encore qui voyagent au long cours. Ça Il y fait. en a encore, mais vu que je suis pendant la saison des pluies, en fait, il y a beaucoup moins de Oui, voyageurs en cette saison. C'est peut-être pour ça aussi que je croise que les grands voyageurs, parce que ceux qui doivent faire que le Pérou ou quoi, ils doivent se débrouiller oui. pour le faire au sac. Est-ce que, avant d'entreprendre ce voyage, lorsque tu étais au Pérou ou même en France, est-ce que tu avais déjà pratiqué le voyage à vélo ou est-ce que c'est ta première expérience à ce voyage? Non, j'avais déjà fait un voyage en 2021, du coup, de France jusqu'en Norvège. D'accord? Et ouais, donc c'était une super expérience, un super premier voyage en vélo et qui m'a vraiment donné envie d'en refaire. Donc voilà, j'essaierai sur l'occasion. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de repartir comme ça à vélo? Bah, c'est ce qu'on dit beaucoup, en fait, c'est le rythme qui permet donc, qui est plus lent que en voiture ou quoi, et qui permet vraiment de voir des paysages qu'on ne verrait pas autrement, de profiter de ces paysages-là, de rencontrer des gens aussi, et vraiment, en fait, d'avoir une meilleure appréhension de la vie des gens enfin, du pays, quoi, de la culture du pays, de la vie des gens, et ouais, c'est vraiment agréable. D'accord, d'accord, d'accord. François, toi qui as vécu donc, du coup en France, mais aussi qui a vécu au Pérou, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu quelle est la pratique du vélo au Pérou? Est-ce que les gens font du vélo? Alors, j'imagine que c'est peut-être différent en ville que vraiment dans la campagne. Comment sont les infrastructures, s'il y en existe des particulières en ville? Comment ça se passe pour le vélo au Pérou? Bah, ça se passe pas super. Donc, dans les campagnes, il y a très peu de vélos. Seulement les plus jeunes, en fait, c'est souvent vélos petits juste pour leur apprendre à faire du vélo. Mais Ouais. vu que les routes enfin, ne s'y prêtent pas vraiment, quoi. C'est des routes Mm. de terre avec beaucoup de pierres dans les montagnes, donc c'est pas forcément le moyen le plus efficace. Beaucoup de Ouais. motos, mais pas énormément de vélos. Et dans les villes, bah, il y a des cyclistes quand même, hein, dans tous les trucs parce que bah, c'est très congestionné, donc c'est pratique. Et puis, ben, c'est souvent utile, mais les infrastructures ne sont pas au rendez-vous. Il y en a pas mal qui ont été faites pendant le Covid et on Ouais. les voit se détériorer, voient être enlevées peu à peu, rien que pendant les 7 mois dans lesquels j'ai vécu à Arequipa. Il y en a beaucoup qui ont été enlevés ou qui ont été détériorés ou qui ne sont pas utilisés. D'accord. Et enfin, qui sont mal utilisés, c'est-à-dire des taxis qui se posent, des trucs et tout. Parce qu'en Ouais. fait, le problème, c'est que vu qu'il y a les bus n'ont pas d'arrêt, ils s'arrêtent quand ils veulent. Ouais. Il y a beaucoup de petits aussi. Et du coup, à droite, ça rend beaucoup plus compliqué le fait de faire une piste cyclable parce qu'il y aurait enfin, tout le temps des bus ou des taxis qui s'arrêtent avec des gens qui passent et tout. Donc, les pistes cyclables, quand elles sont à droite, sont pas très utiles. Et donc, à gauche, il y en avait, mais pareil, c'était assez dangereux dans les ronds-points, dans les trucs comme ça et tout. Ouais. Et au final, ils sont enlevés par les mairies au fur et à mesure. Mais D'accord. Ouais, il y a des donc c'est. mouvements qui défendent ça. Il y a des donc critical mass. Je ne sais pas si tu connais un peu ce mouvement-là. C'est des manifestations Non. au vélo qui se font partout dans le monde, justement pour dans les grandes villes du monde pour militer pour plus de pistes cyclables. Et donc ouais, il y en a à Arequipa. Ouais. Et donc tous les mois, ils font une sortie d'environ 2 heures avec 200, 300 vélos pour Ah pouvoir oui. militer contre ça. D'accord. Ouais. Moi, j'en avais fait une à Bruxelles aussi. C'était vraiment des événements très, très cool. À Bruxelles, il y avait genre 2000, 3000 vélos avec de la musique partout, des vélos remorques avec des grosses enceintes, des tandems avec quelqu'un en arrière pour faire le DJ et tout. C'est Ouais. vraiment des événements que je conseille. Oui, oui, ben, enfin, pour être à Bordeaux, je sais qu'il y a lors de la fête du vélo qui va se tenir en juin, enfin, il y en a une chaque année, mais effectivement, il y a une espèce de convergence avec un regroupement de vélos en tout genre où tout le monde pédale ensemble. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. À Euh, Bordeaux, d'ailleurs, j'avais parlé avec quelqu'un qui faisait partie d'une association de vélo et qui disait qu'ils avaient essayé de l'implémenter, mais que ça n'avait pas trop pris. oui, Les ben, alors critiques. après, ouais, c'est peut-être
comment dire, moins impressionnant que dans les grandes villes que tu as citées. Mais oui, oui, ils essayent chaque année de faire une fête du vélo, un peu comme dans les grandes métropoles. Mais bon, après, Et puis on est plutôt bien lotis au niveau piste cyclable, même si ça pourrait toujours être mieux, mais ils font des efforts quand même, je trouve, oui, à Bordeaux. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, mon prochain sujet tombe un peu à l'eau, mais je vais quand même te poser la question. C'était pas pour te faire peur, mais je voulais aborder le sujet de la sécurité, notamment en Colombie. Même si le Pérou, en ce moment, il y a eu quelques endroits où c'était un peu chaud, mais c'est vrai que la Colombie, quand j'ai vu ton itinéraire, je me suis dit de suite, ailleurs, c'est un endroit quand même qui est assez déconseillé, même par le ministère des Affaires étrangères, au niveau de la frontière avec l'Équateur, enfin, même sur toute la périphérie de la Colombie. Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Est-ce que tu avais regardé un petit peu avant de partir ou comment tu appréhendais ce sujet-là? Bah alors, j'ai pas trop regardé parce que bah, la sécurité, de toute façon, enfin, c'est souvent région par région et tout. Donc, Ouais, j'ai pris en fait donc, les témoignages des gens qui avaient fait cette route, qui disaient qu'ils n'avaient pas eu de problème, que des gens hyper gentils et tout, ouais, aucune rencontre mauvaise. Et puis après, ben, en fait, c'est un peu comme dans tous les pays, faut demander aux gens locaux, quoi. S'il y a des routes dangereuses, ils te le disent. Moi, au Pérou, ça m'est arrivé ben, assez récemment, partant d'Ayacucho, où je voulais prendre une petite route. Et il y a quelqu'un qui m'a déconseillé parce qu'il m'a dit il y a déjà eu des raquettes sur cette route de gens en moto qui se sont fait, enfin, qui se sont fait descendre de la moto pour se faire raqueter. Du coup, d'accord. ben voilà, j'ai pris la route principale. Ce qui était Ouais, d'ailleurs une plutôt bonne idée parce que je pense que c'était un raccourci qui allait me faire perdre du temps, l'autre route. Parce que sur la piste goudronnée, on avance plus vite. d'accord. Bah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais après, tu as raison, oui. Effectivement, faire confiance aux gens qui habitent là, c'est les meilleurs conseils qu'on puisse avoir, hein. Oui, voilà. Et puis, bon, après, enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui me disent que c'est très dangereux, le Pérou, en ce moment, qu'il faut faire très attention. Mais honnêtement, j'ai croisé que des personnes super gentilles, Hmm. très curieuses du voyage, de la France, de la vie en Europe. Donc, toujours à poser plein de questions et, enfin, vraiment très, très sympathique. À chaque fois, des super interactions qui me proposent de manger chez eux ou dormir chez eux et tout. Enfin, voilà. Donc, j'ai vraiment pas du tout croisé le Pérou dont les Péruviens eux-mêmes ont peur et me disent tous de faire très attention tout seul sous la tente. Ouais. Mais François, donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, quelle est la raison qui t'a amené au Pérou et je crois que tu voulais nous parler d'une association dans laquelle tu avais travaillé. ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est cette association donc, qui m'a amené ici pour faire mon stage de fin d'études. Ouais, Je suis allé le faire à Arequipa dans l'association Intiwawa, donc qui fait des projets éducatifs, notamment pour les enfants, mais aussi pour le reste de la famille, pour les mères par exemple, où il y a des cours pour savoir tisser, coudre en fait. Enfin, oui, tisser plutôt. Enfin, faire des aiguilles à coudre, oui, c'est ça. ouais, Et aussi des cours de management, voilà, pour pouvoir renforcer leurs autonomités, leur autonomie pardon, économique. ouais. Mais l'essentiel du projet, c'est vraiment sur les enfants au niveau éducatif et au niveau santé aussi. Donc, où il y a des aides aux devoirs à la fin de leur cours et aussi du renforcement sur les mathématiques, l'espagnol, D'accord. l'anglais. Et ouais, c'est vraiment des super projets. J'ai adoré travailler là-bas. Et c'est pour ça que, avec ce voyage à vélo aussi, je voulais essayer un peu de mettre la main à la pâte et de faire une campagne de récolte de fonds où j'essaie de récolter donc un sol par kilomètre. Sol, c'est la monnaie au Pérou, Oui, qui fait un euro, c'est à peu près égal à 4 sols. Voilà. d'accord. Et Donc, si vous avez tu y parviens du coup? le coup de la poche, d'ailleurs, il y a un lien sur ma page Instagram où vous pouvez donner D'accord. tout aide. 2 euros, c'est 8 kilomètres, c'est parfait. Ok, ok, ok. Ben écoute, c'est noté. Bon, tu vois, j'essaye de faire vite pour pas trop jouer avec ta connexion un peu instable. On va passer aux questions si tu veux. Alors, je n'ai pas beaucoup du coup ce soir en plus. J'en avais noté une que Gérard t'avait posée, mais qui est un peu pas hors sujet, mais tu vas voir. Il te demandait si tu étais passé par le Sagar d'Uyuni. Mais forcément, Le Sagar de Juni? le Salar d'Uyuni. Bon, en fait, c'est en Ah Bolivie. non, C'est en Bolivie, donc ouais, c'est en Bolivie. Ouais. t'es pas Mais parti dans la il y a bonne aussi, direction, là. il y a aussi enfin, il y a aussi des salars au Pérou. Ouais, Donc je suis passé d'ailleurs par le parc naturel où ils sont, mais ils étaient bien plus au nord que là où je passais et c'était pas très vraiment adapté au niveau de mon itinéraire. Du coup, j'ai décidé d'abandonner. Même si j'aurais bien aimé voir des flamants roses. ouais. T'es pas passé aux salines de Maras? Non? Non, non, non.
Non, c'était le premier parc naturel en fait près d'Arequipa, Hum, c'est Salinas et Aguada Blanca. hum. Et donc ici il y a des salinas, des lacs de sel, donc où il y a aussi un peu, pas aussi impressionnant qu'en Bolivie, mais il y a aussi un peu cet effet désert de sel ou miroir qui est assez joli. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je suis en train de repasser le fil des commentaires pour voir si j'ai loupé des questions. Alors, tant que je cherche, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu comptes faire de ton matériel, du coup, une fois que tu auras terminé ton voyage? Parce que j'imagine que tu vas pas le ramener en France, si? Ben, peut-être, Ah, j'hésite encore. Donc, soit je le vends en Colombie, soit je le ramène en France. Ben, prendre son vélo, enfin, c'est pas très très compliqué au final en avion. Il faut juste le mettre dans un carton, quoi, et ça coûte pas si cher que ça. mhm, Donc, c'est une option. Et puis, c'est un vélo qui me plaît bien. En plus, on s'attache tellement même aux objets. c'est vrai. Donc, voilà. Et puis, je l'ai quand même pas mal fait subir là. Donc, il y a quand même quelques réparations à faire. Et donc, si j'ai le temps en Bolivie, tout dépend en Bolivie, en Colombie, pardon. Tout dépend à quand j'arrive à Bogota, si j'ai le temps de le réparer et de le vendre, ça reste quand même une option parce que je pense que je peux le vendre plus cher ici qu'en France, D'accord. parce que ben, justement ce matériel-là est un peu plus rare. Donc d'occasion, on peut le vendre un peu plus proche du prix d'origine. Bon, ok, ok, ok. Il y a une autre question de Le Pied Léger qui te demandait comment tu as eu la détermination de partir de France. Je pense qu'il veut dire par là que tu pars loin des amis, loin de la famille. Qu'est-ce qui t'a encouragé à partir loin comme ça? Ben, donc, comme j'ai dit, c'était vraiment le stage qui m'a mis au Pérou. Ouais, Mais oui, c'est vrai que prolonger, en fait, quasiment doubler mon temps là-bas, c'était pas une décision forcément facile, mais en fait, c'est le goût du voyage, quoi. C'est vrai que parfois la solitude, ça peut peser, bah ouais, forcément, parfois on aimerait être proche de sa famille, de ses amis, enfin, des amours et tout. Mais on est tellement récompensé par les paysages, les rencontres et ce plaisir qu'on a à voyager en vélo, franchement, quand il fait beau en fin d'après-midi et qu'on est dans une vallée magnifique, je crois que c'est ces rares moments où j'ai un bonheur aussi grand, quoi, et qu'il y a un sourire qui me lâche pas les lèvres. Et ouais, donc ça vaut les moments de tristesse aussi, parfois, où on se sent seul et on est un peu déprimé. ouais, ouais, ben c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu prévois de rentrer en France, si j'ai bien compris, c'est ça, à la fin de ton voyage, là, de ton itinéraire? Voilà, exactement. D'accord. De Bogota, je vais prendre un avion pour rentrer directement à Bordeaux. D'accord. Bon, ben écoute, j'espère que ça va bien se passer, que tu as bien profité de la fin de ton voyage. Tu dois être à Bogota dans combien de temps déjà? Je dois être à Bogota dans 2 mois. Dans 2 mois. Bon, ça va, tu as encore Donc, le temps voilà. d'arriver au Donc, moins au bout du Pérou. c'est ça, exactement. Bon, eh bien, écoute, je te remercie. C'est vrai que ça a été un direct un peu écourté par rapport à d'habitude, mais voilà, c'est vrai que ta connexion Oui, est un peu instable. Je désolé ne veux pour pas vous. te pénaliser trop non plus dans ton voyage ou dans l'utilisation de ton forfait. Non, non, aucun problème avec ça. Bon. Ben écoute, en tout cas, merci d'avoir été en direct depuis le Pérou, d'avoir partagé ton expérience, ce voyage-là, d'avoir dit aussi que tu roulais pour ton association qui est Inti Wawa, c'est ça? Inkyo, ouais, tout à fait. Bon, ben écoute, Inkiwa ou Quechua, ça veut dire les enfants du soleil. les enfants du soleil. Bon, ben écoute, c'est parfait. Tout le monde a entendu ça s'ils veulent se joindre à ta démarche. Ben François, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bon courage pour la suite de ton voyage. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui semblent bien te connaître dans les commentaires, donc tu pourras leur faire un petit coucou. Je vois Rocadus, je vois Grégoire Bardet, j'ai vu d'autres personnes, Solène. Ça te parle peut-être, ces prénoms-là? Oui, Bon, merci. bon. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci aux personnes qui ont visionné la vidéo en direct. Si vous voulez la revoir, ça sera disponible juste après en replay sur Instagram ou demain sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci François et puis à très bientôt. Bonne soirée, merci à toi. Merci François, bonne continuation. Salut.